Cette émission vous est présentée par le Centre de formation horticole de Laval. Bonjour et bienvenue à Horticulture. Mon nom est Serge Simard et, comme d'habitude, je suis accompagné de mon collègue Christian Dufresne, agronome et enseignant au Centre de formation horticole de Laval. Aujourd'hui, nous allons vous accompagner dans le merveilleux monde de l'agriculture urbaine et de l'affiliation sociale de l'agriculture, entre autres. Et croyez-moi, avec ces gens, la nature est bien entretenue. La parole est à vous. Alors, on a rencontré un organisme, le Sentier urbain, principalement son directeur, qui va nous expliquer les grandes orientations, évidemment, de cet organisme-là. Par la suite, nous nous dirigerons vers les serres Émilie DeWitt pour avoir plus d'informations sur la production des légumes. Pascal Melançon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Sentier urbain. Exactement. Sentier urbain, ça a 30 ans de vie. Oui. C'est parti comment, Sentier urbain? La genèse de Sentier urbain a commencé avec le fondateur qui s'appelle Pierre Desnommés. Pierre Desnommés, qui vient du Témiscamingue, qui était venu s'installer ici à Montréal, qui avait différents emplois et tout ça, qui vivait un moment un peu plus difficile. Et à un moment donné, pour sortir un peu la tête de l'eau, avait décidé de prendre une brouette, une pelle, et de faire du verdissement. Un peu de minéral. De faire du verdissement. Alors, il s'occupait de planter des fleurs au pied des arbres, des carrés d'arbres qu'on appelle dans le trottoir. Ouais. Planter des arbres, des fleurs. Puis là, tranquillement, il s'apercevait que les voisins s'intéressaient. Aussi, les gens qui vivaient dans la rue, l'itinérance, les gens avec des problèmes de toxicomanie, avaient aussi un intérêt, posaient des questions, voulaient eux aussi l'aider. Et tranquillement, ils s'aperçurent que c'était pas seulement qu'une thérapie pour lui, mais c'était aussi une thérapie pour plein d'autres personnes. Ouais. Autant de créer un bel environnement et aussi de mettre les mains dans la terre avait aussi un pouvoir de réconciliation, de prise de conscience de notre action et tout ça. Alors, tranquillement, l'organisme a été fondé quelques années après et est devenu beaucoup plus structuré. Ouais. Alors, là, vous avez 3 axes différents, 3 axes majeurs. Oui, exactement. Quels sont-ils? Oui. Il y a l'axe verdissement qui est quand même assez majeur. Alors, on parle de tous les lieux un peu abandonnés, négligés par la ville, par des propriétaires terriens, que ce soit des entreprises, des particuliers. Alors, de recréer de la végétation, alors des micro-forêts ou des potagers et tout ça. Alors, c'est de créer vraiment un espace vert. Alors, il y a vraiment le côté environnemental horticole. Il y a le côté aussi éduquer, alors de faire sensibiliser la population, les mobiliser, alors tranquillement tout un cheminement pour les éveiller à l'importance de s'impliquer et de verdir. C'est encore plus important maintenant à cause de tout ce qu'on sait, le climat et compagnie. Exactement, donc c'est bien important. Ça. Il y a tout un aspect vraiment ça. Et il y a aussi l'aspect affiliation sociale. Et là, c'est là que tantôt quand je parlais de l'importance d'intégrer aussi les gens de la population tout azimut, là, c'était de aussi travailler avec les gens qui vivent dans une certaine précarité, itinérants, décrocheurs, toxicomanes, alors de travailler avec eux et leur offrir une occasion de contribuer à quelque chose de plus grand pour la communauté et de travailler sur eux-mêmes. Alors, c'est pour ça que Sentier urbain, en plus d'avoir des horticulteurs, des maraîchers, des animateurs, éducateurs, on a aussi des travailleurs sociaux, des thérapeutes qui font aussi de l'intervention avec les gens qui viennent avec nous travailler. Bien, l'horticulture, c'est un peu de la phytothérapie aussi. Exactement. On ne se le cachera pas, ça va permettre. Puis dans un environnement vert, c'est toujours mieux au point de vue mental que dans un environnement qui est que minéral. Exactement. Puis ici, à l'îlot Voyageur, on peut se dire qu'alentour, c'est assez minéral, merci. Oui. Puis aussi, même tout proche de ici, il y a aussi, comme on connaît actuellement, des problématiques qui existent de cohabitation avec toute l'itinérance et toutes les consommations de drogue qui se fait juste à côté, à la place Émilie-Gamelin. Pas seulement que là, mais dans plusieurs autres sites. Alors, on leur offre une occasion aussi de reprendre contact et de socialiser, une mixité sociale aussi, de rencontrer des bénévoles, de rencontrer des voisins, de rencontrer des employés et de tranquillement faire part d'un projet plus grand. En 30 ans, ça a évolué, oui, évidemment. On en est rendu où avec le Sentier urbain? On est rendu avec près de 40 employés. Avec près d'un chiffre d'affaires de plus de 1,5 million.
avec beaucoup de légumes produits qui sont redistribués dans les banques alimentaires, dans les cuisines collectives, dans les soupes populaires du quartier. On a un partenariat avec environ une quarantaine de autres organismes du quartier, alors des affinités pour se partager des ressources, des expertises. Donc, une collaboration avec les autres centres, des hébergements pour personnes itinérantes, des centres de personnes avec violence conjugale, avec des centres de désintoxication ou des centres de médiation au méfait des drogues. Ouais. Je sais aussi que vous avez un volet scolaire avec les écoles. Exactement. C'est aussi tout un programme d'intervention dans les différentes écoles, encore là de la sensibilisation, mais aussi la mobilisation et même des jardins dans des cours d'école, de reverdissement des cours d'école. Alors, c'est tout un genre de programme qui fait en sorte que de mettre en pratique toutes sortes de concepts qui sont des fois véhiculés dans des classes, alors en matière d'environnement et d'importance de la santé qui passe par l'alimentation. On est dans le centre-sud? Oui. Est-ce que vous allez un peu à l'extérieur du centre-sud? Oui. On n'a pas vraiment de limite géographique dans notre intervention. Alors, on a quand même pas mal d'interventions aussi dans Hochelaga-Maisonneuve. Merci Hochelaga-Maisonneuve. Et aussi, on a même des interventions au Témiscamingue. Alors, on a aussi d'abord des terrains, des activités, d'interprétation qui est fait là-bas aussi. Et aussi dans plein d'autres quartiers, on intervient aussi. Vous voyez l'avenir de Sentier urbain comment? Une des choses, c'est entre autres d'avoir plus d'interventions à longueur d'année. Alors, tranquillement, avec l'apparition de serres et la gestion de serres, on a plus d'opportunités de produire des légumes, mais aussi de plus aussi faire des interventions psychosociales avec des gens, offrir plus de possibilités à nos partenaires d'intervention durant l'hiver. Alors, il y a cette programmation-là. Il y a aussi mettre encore plus d'emphase sur l'affiliation sociale, l'importance du rapprochement de l'humain à la nature. Alors, tout le côté hortithérapie, alors c'est... Biophilie et compagnie. Exactement. On voit que ça a des bienfaits, alors le mettre encore plus en évidence et avoir plus d'opportunités. Et aussi, d'intervenir encore plus dans les ruelles vertes, dans les jardins communautaires, d'offrir nos services et de mobiliser davantage la population pour un espace où il fait bon vivre. On vous souhaite le meilleur des succès. Pascal Melançon, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, bonjour à vous deux. Maxime et Séméline. C'est ça. Excuse si j'ai massacré ton nom un peu. On est ici à la salle Émilie de Whip. On parle de production et de production nourricière. Je commence avec toi, Maxime. Ça fait combien de temps que vous êtes installé ici? Le projet Notre quartier nourricier est né un petit peu avant 2016. Donc, c'est un projet qui était initialement issu d'une concertation citoyenne en vue de répondre à un besoin de désertification alimentaire dans le quartier. Donc, on peut le voir ici. On se promène, on voit qu'on a un dépanneur pas loin, mais autre que ça, il y a très peu d'accès à des services alimentaires. Donc, le but a été de mettre en place, si on veut, un service de proximité, de production alimentaire de qualité, à un prix aussi de qualité. Ça a démarré en 2016. Les consultations ont lieu un petit peu avant, mais la serre telle qu'elle s'est matérialisée, s'est construite autour de 2016. Donc, ça fait déjà un bon 7 ans qu'on est ici. OK. Les terrains appartenaient à qui? C'est un terrain qui appartenait à un privé auparavant. C'était un terrain en friche, tout ce qui est un petit peu plus par en arrière. Et c'est adjacent aussi à un parc, là où vous avez tourné un petit peu plus tôt. Donc, la ville a racheté ce terrain-là pour pouvoir en faire un jardin communautaire qui était situé pas loin auparavant. Ils ont déménagé le jardin communautaire à chaque côté, ils ont construit une serre. Donc, on est vraiment dans un esprit de concertation avec un parc municipal, un terrain qui a été racheté à un particulier, qui a été transformé en espace de production d'agriculture urbaine et tout ça à vocation communautaire. Donc, on voit vraiment qu'il y a différents organismes qui se sont associés entre elles pour en faire vraiment un pôle, pour répondre évidemment aux problèmes de désert alimentaire. Exactement. De manger des légumes frais. Toi, tu es responsable de la production ici.
Est-ce que toute ta production se fait à l'intérieur du complexe de serre ou vous avez d'autres sites pour faire la production? Puis comment ça fonctionne un peu? Bien, Sentier urbain, en tant qu'organisme, on a plusieurs sites de production, mais toute notre production ici à la serre se fait entre ces 4 murs de clôture. C'est pas grand, hein? C'est vraiment pas grand, puis c'est Max, entre autres, qui m'a appris comment maximiser l'espace pour vraiment utiliser toute surface, de faire pousser les choses en verticalité. Puis surtout, dans la serre, c'est vraiment pas un gros espace, fait qu'on essaie de faire monter les cultures pour utiliser la verticalité. Comment ça va, la production? Ça va bien. On a des problèmes de pucerons, mais honnêtement, ça a été une bonne été pour la production. Puis, ces légumes-là sont vendus? Oui, ils sont vendus. Comment ça fonctionne, la vente? La vente, en fait, c'est, si on veut, un aspect de la distribution qui a évolué avec le temps. Initialement, on distribuait beaucoup à un marché qui était pas loin d'ici, qui était au marché solidaire Frontenac. On s'est déplacé un petit peu plus par ici pour autonomiser notre réseau de vente. Donc, on a un mini-marché en place qu'on tient une fois par semaine. Mais aussi, il faut dire que c'est un pourcentage qu'on vend. Un gros pourcentage aussi est distribué en dons. Vous allez distribuer à des organismes? Qu'on distribue à des organismes, qu'on distribue à des partenaires communautaires, qu'on va distribuer aussi aux résidents du quartier. On organise une vente de semis aussi à chaque printemps, juste ici au parc Walter Stewart. Donc, nécessairement, on communique directement avec la communauté. Puis c'est fait par la communauté aussi parce qu'on implique des bénévoles pour le faire. Tout ça se fait dans cet petit espace-ci? C'est quand même bien, hein, comme réussite. Est-ce que les gens répondent bien à l'achat? Est-ce qu'il y a un achalandage lorsque vous faites votre marché public? Normalement, ce qui est produit est vendu. OK. En pas grand temps? En pas grand temps. OK. Puis autrement, si c'est pas vendu, c'est acheminé à des partenaires communautaires, à des banques alimentaires. Ouais. Donc, il y a vraiment un engouement pour ça. On vend en dessous du prix 10% moins cher que ce que les marchés offrent autour parce qu'on veut répondre à cette mission de pouvoir satisfaire des exigences aussi en matière de sécurité alimentaire. Mais même si on vendait au même prix ou plus cher, je suis persuadé qu'il y aurait quand même un engouement pour ça parce que c'est un produit qui est quand même de qualité. Là. Puis frais, hein, on le cueille, puis on le vend immédiatement. Entre le début et maintenant, qu'est-ce que ça a changé dans l'environnement citoyen? Je pense qu'il y a une perception de la serre de quartier comme étant un point central, un point de convergence pour pas seulement un échange de connaissances, mais aussi un échange de relations humaines. Ouais. Un point de communion. Au même titre que les gens peuvent se rassembler autour d'un parc, ben ici, les gens ont cet endroit-là comme référence, une référence éducative, une référence scientifique, parce qu'on fait de l'animation, on fait de l'éducation, mais aussi une référence en termes d'alimentation. Toi, j'imagine que les gens doivent te poser des questions. Et on reçoit beaucoup de visites des groupes d'écoles qui passent faire leur cours de sciences dans la serre, voir comment la germination d'une semence se passe ou à quoi ressemblent des insectes. Fait que c'est vraiment chouette de pouvoir donner un lieu pratique pour des cours de l'école et aussi des ateliers. Surtout dans un environnement très minéral comme ici, Centre-Sud, d'avoir un îlot de verdure comme ça, ben, c'est toujours très agréable. Merci à vous deux. Ça fait plaisir. Après les serres Émilie de Witt, dirigeons-nous maintenant vers l'autre secteur d'activité de l'entreprise appelé l'îlot voyageur. Vous vous souvenez sans doute du terminus d'autobus Berry de Montigny, situé à l'angle des rues Maisonneuve et Berry à Montréal. Aujourd'hui, c'est un site de recherche et d'agriculture extraordinaire où l'on cultive des tonnes de fruits et de légumes, dont là, la majorité de la production est dédiée aux organismes communautaires. Salut Pomelo, bonjour. Bonjour. On est ici à l'îlot voyageur, environnement minéral, asphalte, béton. Horticulteur ici, tu as réussi à en faire un îlot de verdure, le potager de l'îlot voyageur. Oui. C'est commencé comment ça?
C'est commencé avec ma collaboration avec Sentier Urbain. Sentier Urbain m'a filé le site le 7 juin 2021. Et à partir de ce moment-là, on a décidé de produire en Smart Pot. Qu'est-ce qu'on a fait? On a gardé la même physionomie que les autobus. C'est-à-dire que les autobus rentraient dans des parkings. Ça, ouais, et on a décidé de garder le même angle. Et avec ça, on est parti en Smart Pot. Ici, tout ce qu'on fait, c'est bio. Je travaille exclusivement en lutte intégrée. Exclusivement. C'est mon dada. Fait qu'est-ce que je tente de faire ici? Je tente de vulgariser l'agriculture urbaine, en fait. C'est ça que je tente de faire pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Bien, je pense que c'est réussi. On est sur l'asphalte, une couverture de bois raméal, le Smart Pot qui est un pot en tissu. On voit le luxe, hein, les plantes qui sont vraiment très prolifiques. Ces plantes-là, bien, ces légumes-là, après ça, tu en fais quoi avec? Nous, c'est distribué dans des organismes communautaires, la totalité. On travaille avec environ une douzaine d'organismes communautaires, dont la Maison des femmes, POPS, le CSCS Baudry, qui se trouve au 1710 Baudry, c'est la cafétéria communautaire. Fait que tout notre matériel, en fait, tout ce qu'on produit est destiné à ces organismes. Okay. Là, j'imagine que tu as les Smart Pot, on voit qu'il y a des boîtes de bois, il y a de la récupération qui a été faite. Il y a même des arbres fruitiers qui sont plantés ici. On disait en prémisse que c'était un site de recherche un peu. Hein? Oui, bien, en fait, ce que je me suis aperçu quand on plante en milieu urbain, c'est si on fait juste 2-3 Smart Pots de denrées, genre, je vais prendre l'exemple du poivron, bien, c'est normal que les ravageurs vont se mettre dedans. Généralement, ce qui arrive, c'est que ça va être attaqué par des pucerons. Il fait chaud, c'est sec, c'est sur l'asphalte, il n'y a rien qui marche. Moi, j'ai décidé ici de créer un biotope. En créant le biotope, la nature s'est installée par elle-même. Fait que j'ai des abeilles, j'ai des papillons, j'ai de la libellule, j'ai de la coccinelle, j'ai des araignées, j'ai des oiseaux, j'ai tout ce qu'il faut pour s'occuper de mon jardin. Parce que moi, ici, je n'utilise aucun pesticide, je n'utilise aucun engrais. C'est toute la nature. C'est ça. C'est tout intégré. Je suis en lutte totalement intégrée et c'est possible. Tu es seul ou tu as une équipe avec toi? Moi, généralement, la conception, l'idée, la plantation, la façon dont c'est planté, parce qu'il y a aussi beaucoup de compagnonnage, ça vient de moi, mais j'ai quand même une équipe de soutien. On a des équipes d'apprentis horticulteurs avec qui on fait le tour, on donne aussi des façons de faire. On montre que les choses sont possibles. Cette année, une serre s'est ajoutée? Oui. En fait, elle a été construite... on a fini de la construire à l'automne l'an passé. Puis là, il y a eu un temps d'arrêt. On savait pas trop vers quoi on s'en allait avec. Cette année, on a décidé d'en faire une serre non contrôlée pour voir ce que ça va donner. Et à date, l'expérience semble quand même assez concluante, malgré que cette année, on a eu énormément d'eau, des trompes d'eau 2 jours. Ce qui a créé un petit peu de mildiou dans la serre, mais ça, c'est tout à fait normal parce que ça reste quand même un milieu fermé très, très humide. Et comme c'est non contrôlé, il n'y a pas de chauffage pour enlever l'humidité, ni de déshumidificateur. Penses-tu l'utiliser pour faire du potager d'hiver? En fait, cette serre-là, la façon dont elle est installée, on pourrait cultiver déjà partir des semis à partir de la mi-mars. Et on pourrait se rendre jusqu'au premier gros gel de l'hiver. Quand même. Oui. C'est-à-dire que l'an passé, si on avait pu produire à l'intérieur de cette serre-là, on se serait rendu jusqu'au 28 janvier. La fameuse journée où il a fait à peu près moins 35, ben j'ai des amis qui cultivaient en tempo et ils ont tout perdu. Alors, on aurait perdu dans la serre aussi. Mais c'est quand même 9 mois par année assuré. Il faut quand même avoir une rotation de produits, de légumes, parce qu'on est conscient que les produits d'été, c'est pas la même chose que les produits d'automne. Effectivement. Un projet, une réussite comme ça, parce que moi, je trouve que c'est vraiment une réussite. Félicitations, parce que c'est vraiment beau. Est-ce que tu penses que ça peut s'installer ailleurs? Oui, tout à fait. Ça peut s'installer sur des toits d'immeubles dont on ne sait pas quoi faire avec. On peut investir un bout de forêt qui est le moindrement éclairé par le soleil. Ça prend au moins 6 heures par jour. À partir de 6 heures et moins, on peut mettre à peu près toutes les fines herbes qu'on connaît. Ça va pousser excessivement bien. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'endroits à investir. Du potentiel. Oui, et surtout des îlots et des espaces aussi que la ville, je dirais des espaces transitoires de la ville qui pourraient nous passer
et on pourrait transformer en îlot comme ça jusqu'à l'aboutissement d'un projet quelconque. Étant donné que c'est pas planté en pleine terre, que c'est en surface, Exactement. c'est facilement transportable, Voilà. puis on peut s'en aller. Alors, la logique de tout ça, c'est que nous, comme on est un organisme communautaire, on nous passe les terrains, on est toujours en transitoire. C'est comme de l'agriculture, c'est des espaces transitoires. Alors, il faut prévoir les déménagements futurs. Il faut le prévoir. Faut le prévoir un minimum. Alors, sur le site, j'ai environ 40% qui est cultivé en bac de bois. J'ai récupéré ça de la ville de Montréal. Et le reste, c'est en Smart Pot. Ce qui est en Smart Pot, généralement, c'est les annuels, tous les légumes annuels. C'est-à-dire que si on a à déménager, je les vide, je les nettoie, je les fais sécher et c'est reparti ailleurs. La serre, elle est démontable aussi, malgré que ça va être quand même pas mal de boulot. Mais pour tout le reste, c'est très, très, très facile à bouger. C'est donc, très un bel amovible. exemple à reproduire ailleurs. Oui, Mario tout à fait. Pomerleau, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci. Merci à vous. Imaginez un lieu complètement couvert d'asphalte, couvert de béton, et on installe des smart pots, on installe des pots, on installe plusieurs choses pour produire la luxuriante agriculture urbaine. C'est vraiment magnifique. Quelle belle réussite. Maintenant, c'est bien, mais on va aller encore un peu plus loin. Les sentiers urbains ont une œuvre sociale aussi, d'intégration de la population. Alors, rencontrer mon ancien élève, Toby 5 Mars, qui va nous expliquer en quoi consiste justement cette intégration-là et de donner le goût aux gens de faire de l'agriculture urbaine. Toby 5 Mars, bonjour. Bonjour. Tu es chargé de projet au programme des apprentis. Oui. Explique-moi donc un peu en quoi consiste le programme des apprentis. OK. Le programme des apprentis de sentiers urbains, c'est un programme en affiliation sociale. Ça, dans le fond, ce que c'est de la pré-employabilité, dans le sens que c'est pas un programme de réinsertion sociale. En fait, moi, mon but, à travers le programme des apprentis, c'est vraiment de transmettre une passion, transmettre ma passion de l'horticulture, puis vraiment donner des ateliers, que ce soit ludique, que ce soit éducatif. Donc, Au départ, tu es horticulteur de formation. Ouais. La clientèle qui vient à ces apprentis-là, on est de quel âge à quel âge? Puis c'est quoi le portrait un peu de la clientèle que vous avez? OK. Bien, la clientèle, déjà, est vraiment très diverse. Les participants doivent avoir entre 18 et 35 ans. Mm-hmm. Puis, on peut dire que c'est une zone de clientèle qui est un peu marginalisés ou désaffiliés, des fois des gens qui ont passé un certain moment sans travailler, des fois des gens que, par exemple, je donnais l'exemple de la COVID aussi, tu sais, des gens qui étaient dans un milieu de travail, disons que tout d'un coup leur job a disparu, bien, ils se cherchent une nouvelle passion, un nouveau projet, puis ils passent une saison avec nous en horticulture, dans la serre, puis dans les jardins. Donc, il y a un mélange de différentes personnalités, différentes connaissances. Donc, il y a déjà une interaction sociale qui se fait. Ouais. Puis leur tâche consiste à quoi? Bien, leur tâche, en fait, c'est vraiment un peu la main-d'œuvre ouvrière pour la serre. Puis, on a aussi un autre jardin dans Hochelaga qui s'appelle le Jardin Lab, qui est un peu une espèce de territoire d'expérimentation pour eux. Fait qu'ils ont des endroits pour développer leur propre projet horticole. Puis moi, je leur donne les connaissances horticoles pour soutenir un peu leur projet puis le travail qui se fait dans la serre. OK. Parce qu'ici, on a la serre, bien entendu, qui va servir évidemment à produire des légumes. Oui. Des légumes qui vont être vendus, sur un marché. Est-ce que ces gens-là vont avoir à faire aussi de la vente avec l'interaction avec les autres citoyens? On a un mini-marché les jeudis ici à la serre Émilie de Witt. C'est les apprentis qui vont organiser le marché aussi puis qui vont faire de la vente. Mais les apprentis font plusieurs différents travaux horticoles à Sentier urbain. Ils travaillent aussi, font un peu d'entretien dans les jardins en verdissement. Ils sont dans nos projets en agriculture urbaine. Puis oui, ils travaillent ici à la serre Émilie. Donc, ils vont toucher à différents secteurs de l'horticulture. Oui. Est-ce que ces gens-là, qu'est-ce qu'il faut pour s'inscrire? Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir... Bien, en fait, il y a une annonce qui est faite à partir du mois de février. Puis nos apprentis arrivent soit à la fin mars ou habituellement dans la première semaine d'avril. Cette annonce-là n'est pas faite
trop longtemps d'avance parce que souvent, c'est des gens qui peuvent nous être référés par différents organismes communautaires. Puis si on fait des annonces super longtemps à l'avance, ben des fois, ça se perd un peu. Oui, bien, ça s'oublie dans le nuage, comme on dit. Est-ce qu'ils peuvent revenir une deuxième année ou c'est seulement que pour une année? C'est déjà arrivé, mais souvent, ça dépend aussi de plusieurs aspects. Ça dépend du nombre de candidatures qu'on a. Fait que des fois, on a beaucoup de demandes. Puis ça, c'est un côté qui est aussi un peu plus organisé par la chargée de projet qui est une intervenante psychosociale, parce qu'il y a un volet psychosocial aussi important à ce programme-là. Une durée de? Bien, en fait, ça dure du mois d'avril jusqu'à octobre. À octobre. Est-ce que par la suite, ces gens-là peuvent être référés, par exemple, s'ils ont les capacités d'aller à l'école, s'en aller en horticulture, ça peut peut-être développer une passion, là? Oui, bien en fait, c'est ça. Moi, c'est pas mon but nécessairement parce qu'il y a des gens que ça leur tente pas de retourner à l'école, mais pour ceux que ça intéresse, on fait des visites des écoles d'horticulture. On leur présente un peu, tu sais, moi, je leur présente assez souvent des exemples de ce qui est donné au DEP en horticulture. Puis, presque à chaque année, on a des participants qui vont s'inscrire au DEP en horticulture. Qu'est-ce que tu vois entre le premier jour de ces gens-là puis le dernier jour de ces gens-là? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Bien, tu sais, nous, on vient un peu sonder les gens sur leur expérience dans le programme. Puis, on a vraiment une super belle rétroaction en général, là. Puis, c'est ça, on voit vraiment, tu sais, je sais pas comment dire, l'ortithérapie, ça existe aussi, là, tu sais, on voit vraiment un bienfait sur, tu sais, l'humeur aussi, tu sais, c'est pas nécessairement juste une passion au niveau des connaissances théoriques, tu sais, ça fait du bien de cultiver, d'avoir les mains dans la terre, de voir des choses que tu as semées en début de saison devenir des grosses plantes puis produire des fruits. Il y a vraiment une satisfaction là-dedans, puis à chaque année, on le voit. Là. De partir de zéro, puis voir le résultat à la fin. Oui, exactement. Toby 5 mars, merci. Plaisir. Merci, Christian, pour ces rencontres extraordinaires. Grâce à ces gens, je pense qu'on peut dire que agriculture urbaine et humanisme vont de pair. Alors, effectivement, Sentier urbain est un exemple à retenir. On peut regarder leurs actions et puis évidemment les transposer dans n'importe quelle ville québécoise. Ce sont des gens passionnés qui, avec peu de moyens, peu de choses, arrivent à créer évidemment des merveilles. Et quant à vous, retrouvez-nous la semaine prochaine pour d'autres magnifiques découvertes horticoles. Bonne semaine. À toutes et à tous, bon jardinage!